Amenez le président au bunker, crie un agent du secret service. Le commandant en chef des États-Unis est tiré de son bureau et traîné hors des portes du bureau ovale. Un éclair lumineux est visible depuis les fenêtres de la Maison-Blanche. Le président est escorté en bas d'un escalier vers un bunker renforcé sous le bâtiment. La porte blindée est verrouillée tandis qu'un nuage en champignons s'élève sur Washington, district de Columbia et le reste du gouvernement. Les États-Unis ont traversé plusieurs itérations d'un plan de la fin des temps pour garantir la survie de son gouvernement. Les États-Unis peuvent-ils protéger leur chaîne de commandement et maintenir un gouvernement opérationnel pendant l'apocalypse? Alors que nous découvrons plus de détails sur le plan de survie du gouvernement, il devient évident qu'il y a un énorme défaut dans celui-ci. De nombreux analystes militaires ont déclaré que le monde est plus proche de la guerre nucléaire maintenant qu'à n'importe quel autre moment depuis la guerre froide. Cela est directement lié à la guerre de Poutine en Ukraine et à l'échec de l'armée russe à obtenir une victoire rapide. Plus il semble que l'Ukraine sera victorieuse et que les forces russes seront écrasées, plus Poutine commence à déverser une rhétorique nucléaire. La Russie possède environ 5977 ogives nucléaires, le plus grand nombre de tous les pays du monde, suivi par les États-Unis avec 5428. Cela signifie que les deux pays ont plus que suffisamment d'armes nucléaires pour provoquer l'apocalypse et effacer efficacement des gouvernements entiers s'ils le jugent nécessaire. C'est la combinaison d'un leader instable de la Russie avec un énorme arsenal nucléaire à sa disposition qui inquiète beaucoup quant au sort de notre planète. Il est également important de noter que le Royaume-Uni possède 225 armes nucléaires. La France en a 290, la Chine en a 410, l'Inde en a 164, le Pakistan en a 190, la Corée du Nord en a environ 30 et Israël pourrait en avoir jusqu'à 90. Ainsi, le potentiel de plusieurs gouvernements lançant des armes nucléaires et déclenchant l'apocalypse est plus élevé que jamais auparavant. En ce qui concerne le plan d'apocalypse du gouvernement des États-Unis, peu importe qui lance des armes nucléaires, si des extraterrestres envahissent depuis l'espace, ou si un autre scénario de fin du monde se produit, le plan pour maintenir le gouvernement serait essentiellement le même. Mais avant de pouvoir comprendre comment le gouvernement américain prévoit de se protéger de sa destruction, nous devons remonter dans le temps pour découvrir pourquoi et comment le plan a été créé en premier lieu. Cela nous donnera une meilleure compréhension de son fonctionnement aujourd'hui, car une grande partie du plan reste classifiée pour des raisons évidentes. Sous la présidence de Jimmy Carter, des modifications ont été effectuées pour préparer le gouvernement en cas de guerre nucléaire. Ces modifications ont posé les bases d'un plan visant à garantir la sécurité de tous les futurs présidents et hauts fonctionnaires, tout en maintenant les États-Unis. Gouvernement opérationnel en cas de fin du monde. Pendant la majeure partie de l'histoire, les gouvernements n'avaient pas vraiment besoin de se préoccuper de la préparation à l'apocalypse car il n'y avait pas d'armes de destruction massive qui pouvaient anéantir des villes entières. Ce n'est qu'avec le développement de la première bombe nucléaire aux États-Unis à la suite du projet Manhattan que cet aspect sombre de la guerre est devenu une réalité. Une fois que les États-Unis, l'Union soviétique et plusieurs autres nations ont créé des armes nucléaires, la destruction de capitales entières et des gouvernements qui s'y trouvent est devenue un problème très réel. La guerre froide a conduit Jimmy Carter et ses conseillers à réfléchir longuement à ce qui se passerait si l'Union soviétique déclenchait un échange nucléaire et comment le gouvernement continuerait à fonctionner après une attaque catastrophique sur les États-Unis. L'homme qui finirait par conduire le gouvernement américain vers l'avenir en créant les prémices d'un plan de survie pour le jour du jugement dernier était Ray Derby. Pendant la guerre froide, Derby a gravi les échelons du gouvernement. Il est finalement devenu l'expert de référence en matière de préparation aux urgences et de réponse aux catastrophes aux États-Unis. Plus tôt dans sa carrière, Derby était responsable de la mise en œuvre des exercices d'évacuation non combattante dans les pays de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, ainsi que de la formation des hommes responsables de la supervision de ces exercices en son absence. De retour aux États-Unis, Derby a dirigé divers groupes gouvernementaux sur la défense civile face aux accidents et attaques nucléaires, biologiques et chimiques. En 1977, lorsque Jimmy Carter a pris ses fonctions, Ray Derby dirigeait le bureau des opérations de Virginie occidentale de l'Agence fédérale de préparation de l'administration des services généraux. C'est quelques années plus tard que le plan d'urgence fédéral D a exigé que chaque agence crée, développe et mette en œuvre ses propres plans de contingence pour le jour du jugement dernier. Cela comprenait la construction d'installations souterraines et de bunkers dans lesquels chaque département pourrait continuer à mener ses opérations. L'Agence de protection fédérale a chargé Ray Derby d'évaluer les plans et les installations de chaque département pour s'assurer qu'ils étaient adéquats pour les opérations d'urgence. Ce que Derby a découvert, c'est que très peu avaient pris la tâche au sérieux.
Et si le gouvernement des États-Unis devait survivre à un scénario de fin du monde dans un avenir proche, il y avait très peu d'espoir que la plupart des branches du gouvernement survivent. Derby a découvert que la plupart des agences effectuaient rarement des exercices pour le plan D et plusieurs n'avaient même jamais pris la peine de divulguer les procédures d'urgence à leurs employés. Les documents vitaux n'étaient pas sauvegardés de manière sécurisée ou capables de résister à une attaque massive sur le pays. La dernière fois que beaucoup de ces agences gouvernementales ont envisagé de survivre à une guerre nucléaire remonte à la crise des missiles de Cuba en 1972-15, soit plus de 15 ans auparavant. Pour l'essentiel, le gouvernement américain considérait son énorme arsenal d'armes nucléaires comme sa principale forme de dissuasion stratégique et accordait très peu d'attention à la défense civile, si le pire devait arriver. Cela signifiait que le gouvernement avait dépensé des milliards et des milliards de dollars des contribuables pour moderniser sa dissuasion nucléaire, mais avait fait très peu pour protéger la population et le gouvernement d'une attaque si une guerre nucléaire éclatait encore. Ce que Derby a découvert, c'est qu'il n'y avait pas nécessairement un manque de financement pour le plan D, il n'était tout simplement pas mis en œuvre de la bonne manière. Le public américain voulait un programme de défense civile pour les aider à surmonter la tempête de l'apocalypse, mais il supposait que le gouvernement avait tout prévu alors qu'en réalité, la protection offerte était principalement juste un énorme stock d'armes nucléaires, et il n'y avait pas de véritable réflexion sur la façon d'aider la population dans son ensemble. Dans les années 1970, la rhétorique de l'annihilation nucléaire s'était légèrement apaisée, et le peuple américain et ses agences gouvernementales devenaient complaisants. On présumait tous que quelqu'un gérait les préparatifs pour l'apocalypse, mais en fait, rien n'avait été fait. Une fois au pouvoir, Jimmy Carter a découvert que les États-Unis dépensaient moins de 100 millions de dollars par an pour la défense civile. Cela contrastait fortement avec les 30 milliards de dollars que les États-Unis dépensaient chaque année pour moderniser leur arsenal nucléaire. Un changement devait être fait, et donc en septembre 1978, Carter a déclaré que la défense civile du pays faisait désormais partie du programme de dissuasion stratégique de la nation, car il croyait qu'une population et un gouvernement vulnérables à une attaque nucléaire ne pourraient pas survivre à l'apocalypse. Une vaste enquête a été menée par Derby et l'Agence fédérale de protection, qui a maintenant découvert que de nombreux abris anti-atomiques étaient inadéquats et avaient désespérément besoin de réparation. D'autres devraient être complètement remplacés. Il n'y avait absolument aucun plan fédéral sur la façon d'évacuer un grand nombre de personnes en cas d'attaque, et même l'armée elle-même n'avait pas mis en place de procédures pour protéger ses soldats et officiers d'une menace nucléaire à grande échelle. La conclusion était que si un événement de type fin du monde se produisait, le gouvernement des États-Unis et ses citoyens ne survivraient probablement pas. Cela a conduit à l'élaboration d'une nouvelle stratégie qui est la base du plan de survie du gouvernement en cas de fin du monde actuellement en vigueur. Carter et son gouvernement avaient de grandes ambitions. En cas de guerre nucléaire, le gouvernement essaierait de sauver au moins 80% de la population, ce qui devrait être fait avec un budget de fonctionnement annuel de moins de 250 millions de dollars par an, réparti parmi la population américaine de l'époque, qui était de 223 millions. Cela ne semble pas beaucoup. Soutenu par le président et son nouveau plan, l'Agence fédérale de gestion des urgences, ou Federal Emergency Management Agency, a été créée le 19 juin 1979. John Macy a été le premier directeur de la Federal Emergency Management Agency. Il avait auparavant occupé des fonctions gouvernementales comme directeur de l'organisation et du personnel à la Commission de l'énergie atomique des États-Unis à Los Alamos et président de la Commission de la fonction publique. Le président Carter a donné à la Federal Emergency Management Agency l'autorité de charger le Conseil de sécurité nationale et le Pentagone d'aider à superviser la préparation civile du pays. Pour Ray Derby, c'était un rêve devenu réalité. La Federal Emergency Management Agency reprendrait les aspects sous-financés du plan de protection fédéral et augmenterait les chances de survie de la population et du gouvernement en cas d'événement apocalyptique. Derby a été chargé par la Federal Emergency Management Agency de diriger une installation spéciale à Mount Weather, en Virginie. Ce site comprendrait une installation anti-radiation où plusieurs organisations gouvernementales se positionneraient en cas d'apocalypse. Ray Derby devait superviser la construction et l'expansion ultérieure de ce qui deviendrait le centre d'opération d'urgence de Mount Weather. Cette installation devrait contenir un grand stock de ressources et d'articles de survie, tout en ayant l'infrastructure et le personnel pour permettre au gouvernement de continuer à fonctionner en cas de guerre nucléaire. Au fur et à mesure que les plans de la Federal Emergency Management Agency se développaient, une chose est devenue évidente.
En cas d'attaque nucléaire ou de tout autre scénario d'apocalypse, l'armée devrait être profondément impliquée dans la sécurité intérieure. Cela signifiait que si les États-Unis étaient attaqués, la loi martiale devrait presque certainement être mise en place pour permettre à l'armée de gérer la distribution des ressources et de protéger les parties restantes de la société. Il a depuis été révélé que le plan de survie du jour du jugement dernier du gouvernement admet également que dans le cas d'une attaque nucléaire imminente, la loi martiale sera probablement initiée avant que l'événement réel ne se produise. Cela serait fait afin que de grandes quantités de personnes puissent être déplacées loin des cibles stratégiques militaires et gouvernementales pour atténuer la perte de vie, bien qu'il n'y ait pas de plan clair sur la manière dont cela serait fait. Pour des raisons évidentes, le gouvernement et l'armée n'aiment pas diffuser cet aspect du plan du jour du jugement dernier, car les citoyens américains risquent de réagir négativement à l'idée que l'armée se voit confier un pouvoir et un contrôle absolu sur leur vie. Avec le développement de l'apocalypse, plus de sites d'évacuation gouvernementaux ont été établis. Le chef d'état-major conjoint devait s'assurer de l'affectation de 60 responsables à des sites de relocalisation en cas d'attaque. L'emplacement principal où ces importants agents gouvernementaux se rendraient était le centre d'opération d'urgence de Mount Wither, qui était l'installation supervisée par Ray Derby. Il y avait des sites alternatifs à Hagerstown, Maryland, Martinsburg, Virginie occidentale, près de Quantico, Virginie, et Front Royal, Virginie. Le Federal Bureau of Investigation serait logé à Quantico et le département d'État serait déplacé à Front Royal. Puis il y avait Raven Rock. Cela deviendrait finalement un bâtiment de 3 étages construit dans le flanc de la montagne Raven Rock, près de Blue Ridge Summit, en Pennsylvanie. À l'intérieur de la montagne se trouve ce qui ne peut être décrit que comme une petite ville. Il y a un service d'incendie, un poste de police, des installations médicales de pointe et plusieurs salles à manger. Raven Rock a la capacité de fonctionner 24 heures sur 24 et est l'un des lieux clés où les responsables gouvernementaux peuvent se réfugier en cas de scénario d'apocalypse. Dans les années 1990, avec la fin de la guerre froide et la réduction de la menace nucléaire, l'installation a commencé à devenir obsolète. Cependant, après les attaques du 11 septembre, un intérêt renouvelé a été porté à Raven Rock et il a été rénové depuis lors. De nombreux changements, surtout technologiques, ont eu lieu depuis l'administration Carter. Le plan initial du gouvernement pour l'apocalypse prévoyait le déplacement de la majorité des hauts fonctionnaires vers le mont Wither par hélicoptère. Cependant, l'armée et l'armée de l'air manquaient d'avions, obligeant de nombreux employés du gouvernement à trouver leurs propres moyens pour atteindre le bunker. Il y avait aussi le fait qu'il n'était pas exactement clair si les systèmes de communication au mont Wither seraient capables de résister à une attaque nucléaire. Cela n'était évidemment pas idéal, mais le plan d'urgence fédéral D était encore à ses débuts. Il y avait aussi le problème de devoir déterminer comment une contre-attaque pourrait être lancée en cas d'attaque nucléaire. Seuls le président et le vice-président avaient des sacoches d'urgence, plus communément appelées valises nucléaires. C'était une véritable préoccupation pour l'armée de savoir que si le président et le vice-président étaient incapables, personne d'autre dans le gouvernement n'avait les codes pour lancer l'arsenal nucléaire des États-Unis. Afin de maintenir une sorte de ligne de succession, des noms de code ont été attribués à chaque individu sur la liste. Par exemple, à l'époque, le président de la Chambre, Thomas P. O'Neill Jr. n'aurait qu'à dire les mots « jour du drapeau » à l'officier d'action d'urgence du centre de commandement du Pentagone pour prendre le contrôle du pays et de ses armes nucléaires. Le président pro-tempore du Sénat utiliserait la phrase code « 4 doigts » et le secrétaire d'État pourrait authentifier leur identité et prendre le contrôle du gouvernement en disant « disparaître ». On suppose que de meilleures technologies et des plans de contingence permettraient d'authentifier la ligne de succession de manière beaucoup plus sécurisée si l'apocalypse devait arriver aujourd'hui, mais cette information est top secrète. En passant, aux États-Unis, la ligne de succession a été établie. Constitution et loi de succession présidentielle de 1947. L'ordre de la ligne de succession a été créé en fonction de l'ordre dans lequel les positions ont été créées. Par conséquent, la ligne actuelle de succession compte 18 personnes et va du vice-président, président de la Chambre, président pro tempore du Sénat, secrétaire d'État, secrétaire au Trésor, secrétaire à la Défense, procureur général, secrétaire à l'Intérieur, secrétaire à l'Agriculture, secrétaire au Commerce, secrétaire au Travail, secrétaire à la Santé et aux Services humains, secrétaire au Logement et au Développement urbain, secrétaire au transport, secrétaire à l'énergie, secrétaire à l'éducation, secrétaire aux affaires des anciens combattants et le secrétaire à la sécurité intérieure.
Pendant le discours sur l'état de l'Union, le seul moment de l'année où tous les membres de la ligne de succession sont invités à assister, un membre de la ligne est choisi pour attendre l'événement dans un bunker non divulgué pendant que tous les autres sont rassemblés au Capitole, juste au cas où il serait détruit avec tout le monde à l'intérieur. Federal Emergency Management Agency avait beaucoup à considérer pendant les premières années de construction des plans de fin du monde pour le gouvernement. Elle a finalement opté pour un plan flexible et décentralisé avec une pléthore d'abris anti-atomiques gouvernementaux à travers le pays, augmentant ainsi les chances de survie du gouvernement dans un scénario de fin du monde à l'avenir. L'idéal était que les agences gouvernementales les plus importantes soient divisées et attribuées à des cadres interagences de 50 personnes. Il y aurait 5 de ces groupes, et chaque individu en eux aurait un emplacement prévu pour aller qui serait sûr et connecté au président pour assurer que le gouvernement pourrait continuer à fonctionner. Ces équipes de soutien de 50 personnes étaient surnommées Treetop et se disperseraient aléatoirement vers les plusieurs milliers de sites protégés différents à travers le pays. Cela garantirait que lorsque le président prendrait une décision, tous les organismes gouvernementaux seraient opérationnels et capables de mettre en œuvre ce que le président déclarerait, du moins en théorie. Ce plan a tout de même rencontré des problèmes d'authentification des ordres en raison d'un manque de technologie avancée. Sous l'administration de George W. Bush, le gouvernement pouvait traquer les successeurs présidentiels via satellite et téléphonie mobile. Cela a simplifié l'identification du responsable. Les équipes de 50 personnes ont été mises en place pour fonctionner comme le pouvoir exécutif du pays pendant au moins 6 mois en cas de l'apocalypse. Aujourd'hui, le budget alloué aux équipes de soutien aux successeurs est bien plus important qu'auparavant. Le Pentagone a continuellement testé des centres de commandement mobiles fortifiés. L'armée de l'air a intégré la bande passante électromagnétique dans les satellites dédiés à assurer la continuité du gouvernement. Et de grosses sommes d'argent ont été investies dans des installations de retombées nucléaires comme le mont Wheeler, où le président serait probablement déplacé en cas d'apocalypse. Fait intéressant, le plan de survie du gouvernement des États-Unis ne se concentre pas seulement sur la sauvegarde des personnes, mais accorde également une importance immense à la sauvegarde de certains documents et œuvres d'art en cas d'attaque catastrophique. Par exemple, les Archives nationales ont été chargées de sécuriser le groupe de documents de la Liberté 1, qui comprend la Déclaration d'indépendance, la Constitution des États-Unis et la Déclaration des droits. Et même si de nombreuses personnes importantes du gouvernement n'ont pas de moyens de transport pour se rendre à leur bunker, ces documents disposent d'un hélicoptère spécial pour les emmener au mont Wheeler afin de préserver l'héritage des États-Unis. Si le temps était crucial et que seulement quelques documents importants pouvaient être sauvés, certains ont la priorité. La déclaration d'indépendance serait conservée avant la Constitution. Le discours de Gettysburg serait sécurisé à la bibliothèque du Congrès avant la commission militaire de George Washington. Et pendant la guerre froide, il y avait même une équipe dédiée de Rangers du Parc national dont le travail était de sécuriser et d'évacuer la cloche de la liberté de la ville de Philadelphie si on pensait qu'elle était menacée. Il est intéressant de noter à ce stade qu'il existe des équipes et des moyens de transport dédiés à la sauvegarde de plusieurs de ces objets inanimés, mais le plan de survie de l'apocalypse du gouvernement a relativement peu de mesures d'urgence en place pour sauver la vie des citoyens américains. C'est à considérer alors que nous discutons des aspects modernes du plan de survie du gouvernement pour l'apocalypse. Après l'événement catastrophique qui a mis fin à la civilisation, le gouvernement savait qu'il devrait mettre en place des programmes pour organiser les survivants et relancer le pays une fois de plus. Par conséquent, certaines agences ont été chargées de tâches extrêmement différentes suite à la mise à l'abri du gouvernement et à son fonctionnement depuis la sécurité de ses abris anti-atomiques. La Poste est chargée d'identifier et d'enregistrer les décès et les survivants de l'attaque. Cela était dû au fait que les travailleurs postaux et l'organisation dans son ensemble savaient où les gens vivaient et étaient les plus susceptibles de pouvoir identifier toute personne de leur communauté ayant survécu. Cela signifiait qu'ils seraient responsables d'aller de camp de réfugiés en camp de réfugiés avec des piles de formulaire 801. Le formulaire 801 offrait un espace pour noter les noms, les proches survivants et autres informations personnelles. Les formulaires seraient ensuite renvoyés au bureau de poste où ils seraient triés pour tenir un registre de qui était encore en vie et qui avait péri. On croyait également que le bureau de poste pourrait utiliser les formulaires pour réunir les familles qui auraient pu être séparées et envoyées dans différents camps. Des millions et des millions d'exemplaires du formulaire 801 avaient été imprimés et étaient conservés dans les bureaux de poste à travers le pays. Le service des parcs était chargé de gérer les camps de réfugiés eux-mêmes. Ce travail a été confié au service des parcs, car on pensait que les parcs nationaux et les forêts nationales étaient moins susceptibles d'être ciblés en cas de guerre nucléaire. Par conséquent, qui de mieux pour gérer les camps que les gardes qui passent tous les jours dans les parcs eux-mêmes?
Le département de l'agriculture a été chargé de s'associer à Nabisco pour créer un biscuit qui pourrait survivre à l'apocalypse et nourrir la population. Après la fabrication de 160 millions de tonnes de gaufrettes de survie Nabisco, elles ont été conservées dans des boîtes et stockées dans des abris anti-atomiques gouvernementaux à travers le pays. Aussi troublant que cela puisse paraître, l'Internal Revenue Service a été informé qu'il continuerait à percevoir des impôts même après l'apocalypse. On pensait qu'après une guerre nucléaire, le gouvernement aurait besoin de fonds pour se reconstruire et mener sa propre guerre contre l'agresseur. Par conséquent, le service des impôts internes a été chargé de collecter de l'argent pour maintenir le gouvernement en activité. La Réserve fédérale a construit un bunker entier à Mount Pony, en Virginie, où 2 milliards de dollars en espèces étaient conservés comme fonds d'urgence. On pensait que cela suffirait à maintenir l'économie en marche pendant environ 18 mois. Au bout de 18 mois, les États-Unis seraient probablement en mesure de recommencer à imprimer de la monnaie. Fait intéressant, une grande partie du capital détenu dans ce fonds d'urgence est en billets de 2 dollars. C'est parce que dans les années 1970, lorsque la dénomination a été introduite pour la première fois au public, le gouvernement a rapidement découvert que les gens ne voulaient pas les utiliser. Plutôt que de détruire la monnaie pour la retirer de la circulation, le Trésor américain a emballé sous vide tous les billets de 2 dollars qu'il pouvait obtenir et les a placés dans le bunker protégé comme moyen de financer l'économie après une guerre nucléaire. Certaines parties du plan de survie original du jour du jugement dernier existent toujours aujourd'hui, mais il y a également eu quelques modifications à mesure que le pays a grandi et que la technologie a progressé. 4 complexes principaux sont maintenant attribués à certains membres du gouvernement. Il s'agit du centre d'opération d'urgence présidentiel, du complexe de la montagne Raven Rock, du centre d'opération d'urgence du mont Weather et du complexe de la montagne Cheyenne au Colorado, d'où opérerait le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord. Il y a ensuite la condition de préparation à la continuité du gouvernement, ou condition de préparation à la continuité du gouvernement, qui est le système de notation utilisé pour identifier le niveau de menace auquel le gouvernement est confronté et ce qu'il devrait faire. C'est similaire au niveau Defense Readiness Condition, sauf qu'il représente la préparation du gouvernement au lieu de la préparation militaire lors d'une attaque nucléaire. À CODCON 4, le pays est en paix et les opérations régulières se poursuivent normalement. Chaque employé du gouvernement doit pouvoir rejoindre un autre site en 12 heures si besoin. À CODCON 3, le gouvernement est en état d'alerte renforcée. Des responsables de haut rang doivent signaler leur localisation à un bureau de surveillance en cas d'aggravation de la situation. Tous les employés du gouvernement doivent être en mesure de se déplacer vers une installation alternative dans un délai de 8 heures. Annuellement, durant le discours sur l'état de l'Union du président, le gouvernement passe en continuité du gouvernement CODCON 3 car plusieurs responsables clés sont dans un même lieu. Un aspect du continuité du gouvernement CODCON 3 est qu'une personne dans la ligne de succession doit être déplacée vers un lieu sûr pour être le survivant désigné. Aux continuités du gouvernement CODCON 2, tout le personnel gouvernemental essentiel doit être en mesure d'atteindre une installation de relocalisation dans les 4 heures. C'est également à ce niveau que l'apocalypse pourrait survenir à tout moment. Au CODCON, tout le personnel doit immédiatement se relocaliser vers leur site secondaire désigné. Les plans de contingence à ce stade prévoient que toutes les agences se divisent en 3 groupes différents, équipe A, équipe B et équipe C. L'équipe A se déplace dans des bunkers proches de leur lieu de travail. Certains se trouvent sous le bâtiment même. L'équipe B se déplace à Mount Weather ou dans un autre abri anti-atomique de la région. L'équipe C se relocalise plus loin à un emplacement non divulgué au cas où les équipes A et B ne seraient pas en mesure d'accomplir leurs tâches ou si la communication est perdue. Le président est dans une position unique car il a plusieurs options si l'apocalypse survient. Il pourrait être mis en sécurité dans un bunker de la Maison-Blanche à tout moment. Il y a ensuite le centre d'opération d'urgence de Mount Weather où si le président avait le temps d'être transporté par Marine One, il pourrait diriger tout le pays depuis l'intérieur de la montagne. De nombreux présidents et certains fonctionnaires ont ouvertement déclaré qu'ils préféreraient rester dans leur bureau et couler avec le navire, pour ainsi dire. À ce moment-là, le président pourrait continuer à donner des ordres jusqu'à ce qu'une explosion nucléaire consume la Maison-Blanche. Cependant, un endroit encore plus sûr que les nombreux bunkers à travers le pays pourrait être dans le ciel. Air Force One est certainement une option pour le président pour survivre à l'apocalypse, mais il y a un autre avion qui serait encore plus susceptible d'abriter le président en cas de scénario de fin du monde. Puisque tout avion dans lequel se trouve le président devient automatiquement Air Force One techniquement, il en serait de même avec le Boeing U-4 Advanced Airborne Command Post. Cependant, ce n'est pas un avion typique. Le E-4 peut être utilisé comme un poste de commandement mobile pour l'autorité de commandement national, qui est le président, le secrétaire à la défense et tout autre officiel à bord.
Lorsqu'il est utilisé, cet avion est connu sous le nom de Centre d'opération aérienne nationale. Avoir le président et ses proches conseillers à bord de l'avion est bénéfique à plusieurs égards. Pour une chose, tout le pays peut être dirigé depuis 35 377,96 mètres au-dessus du sol. L'avion peut être ravitaillé en plein vol, ce qui signifie que l'avion n'a pas besoin d'atterrir jusqu'à ce que la nourriture et l'eau à bord soient épuisées. Et comme une énorme quantité de fournitures est constamment stockée à bord de l'avion, l'E-4 peut rester en l'air pendant des semaines à la fois. Ce serait un endroit beaucoup plus sûr que n'importe où sur le sol si des bombes nucléaires tombent du ciel. Le plan gouvernemental pour l'apocalypse a évolué et s'est élargi avec le temps. Vu la situation actuelle, il est probable que le gouvernement survive à cet événement. Cependant, il convient de noter que puisqu'il n'y a pas de véritable plan pour aider le grand public à survivre à une attaque de tête nucléaire ou à tout autre événement apocalyptique, il n'est pas tout à fait clair qui le gouvernement supervisera. Pendant que les fonctionnaires se réfugieront dans des bunkers ou des forteresses volantes, le chaos s'installera aux États-Unis. L'armée pourrait être mobilisée pour assurer l'ordre et aider, mais si des bombes nucléaires tombent, cela aura peu d'impact. N'hésitez pas à regarder notre vidéo sur la véritable raison pour laquelle la Chine ne peut pas envahir Taïwan, ou cette autre vidéo sur les États qui étaient destinés à être sacrifiés en cas de Troisième Guerre mondiale. Merci d'avoir regardé.